même, vous êtes un peu là pour taper sur les doigts aussi. Et on a le sentiment que cet actif général qui alimente plusieurs contrats, on a l'impression que les nouveaux contrats qui ont besoin d'attirer des investisseurs, l'actif général va être généreux. Et puis sur les vieux contrats qui sont en fin de vie, on a l'impression que l'actif général va être moins généreux parce que de toute façon c'est en fin de vie, le client on l'a, c'est plus la peine de le séduire. Et donc on a un peu l'impression que ça siphonne Pierre pour en donner plus à Jean, ou que ça siphonne Jean pour en donner plus à Pierre, comme vous voulez. C'est acceptable? Alors, j'ai envie de dire, nous, autorités de contrôle prudentiel, on fait appliquer la loi et la réglementation. La loi et la réglementation offrent certaines libertés aux compagnies d'assurance, et j'ai envie de dire, c'est un choix aussi du législateur. Néanmoins, quand même quelques éléments à avoir en tête. Il y a eu un nouvel arrêté pris en août 2010 qui justement encadre désormais, je crois plus strictement, les fameux taux garantis, ces fameux taux un peu promotionnels sur la première année, justement pour éviter que le financement de ces taux garantis ne déshabille pas les plus vieux contrats. Je signale aussi que l'ACP a fait justement aussi une position claire de doctrine sur, vous savez, ce qu'on appelle les ventes avec prime. Les ventes avec prime, c'est quelque chose qui a été importé du monde bancaire. Donc, c'est dans le monde bancaire, ouvrez un livret chez moi et je vous offre 80 €. Et ben, vous savez que ces pratiques qui viennent du monde bancaire sont aussi atterries du côté de l'assurance vie avec, alors c'est pas le taux garanti, je vous offre 4% sur la première année, mais c'est, bah, écoutez, souscrivez un contrat d'assurance vie chez moi, je vous offre 80 €. Donc là aussi, nous on a rappelé que ça c'était strictement encadré. Donc il y a en effet un sujet, il y a quand même des éléments dans la loi et la réglementation qui encadrent les pratiques et j'allais dire, nous surveillons, mais nous ne faisons appliquer que la loi et la réglementation, c'est notre rôle. Concernant, alors je ne vais pas être monomaniaque, mais l'actif général qui alimente plusieurs contrats, les taux de revalorisation, c'est quelque chose que vous suivez ou pas spécifiquement? Alors, évidemment qu'on suit les taux de revalorisation. J'allais dire, évidemment, d'abord pour une logique prudentielle, parce qu'évidemment, une compagnie qui offrirait des taux de revalorisation qui seraient bien plus élevés que les rendements de ses propres actifs, ça poserait un problème prudentiel assez rapidement. Mais au-delà de ça, nous regardons évidemment, plus dans une approche pratique commerciale, l'évolution des taux. Et donc à ce titre, nous allons publier à la fin du mois de juin une étude sur les taux de revalorisation 2009 et 2010. Je peux vous donner deux, trois petits résultats, même qui vous surprendra peut-être pas tant, parce que déjà, et je l'avais dit en introduction, on est dans une phase de baisse de taux. Et ça se retrouve au niveau des revalorisations des contrats d'assurance vie. En 2010, la moyenne de marché en France, c'est 3,4% net de frais. Et alors qu'en 2009, on était encore autour de 3,65. Donc on a baissé de 25 points de base en moyenne sur le marché. Alors l'autre question qui rejoint un petit peu la question précédente, nous on regarde aussi évidemment la dispersion des taux. Ça veut dire au-delà d'une moyenne, ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il y a des divergences, des différences. Alors on a pu remarquer en effet qu'en 2010, il y a eu moins de dispersion des taux. C'est vrai qu'en 2008 et en 2009, on avait vu un phénomène inverse, c'est-à-dire qu'il y avait eu, à moyenne donnée, des dispersions des taux et visiblement certaines compagnies faisaient discriminer plus selon les contrats. Et c'est vrai qu'on avait vu ça en 2008-2009. Donc pour 2010, il y a un retour, j'allais dire, un retour, je ne sais pas vers quoi, mais en tout cas, il y a une moindre dispersion des taux. C'est une étude qu'on sortira donc normalement à la fin du mois. Fabrice Peuzin, l'assurance vie, c'est quand même un des placements favoris des Français. On est dans un espace qui est de plus en plus européen. Est-ce que la réglementation communautaire, à terme, ne risque pas de s'intéresser à ce qui semble être un peu une spécificité française ? Alors, c'est vrai qu'on évolue, j'allais dire, dans un cadre européen qui bouge énormément. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Solvabilité 2, qui ne sera pas finalement, qui est une règle totalement harmonisée au niveau européen, et donc, de fait, rien qu'en établissant des coûts de fonds propres de détention de différents types d'actifs,
et sera visiblement très structurant pour l'ensemble des produits. J'aurais pu parler aussi de BAL 3, parce que c'est un secret de Polichinelle, mais vous savez que BAL 3, aujourd'hui, a déjà des impacts sur l'offre de produits. Vous avez peut-être pu, il y a certains grands établissements bancaires qui ne se cachent pas, qui font des arbitrages finalement en termes d'offre de produits pour justement respecter les ratios de liquidité de BAL 3 sur justement la commercialisation des produits financiers, les fameux PRIPS, hein, les Package Retail Investment Products, avec la révision de la MIF, avec la révision de la direction intermédiation d'assurance. Là aussi, c'est quelque chose qui risque de structurer un petit peu la façon de commercialiser des instruments financiers en Europe. Donc on pourrait dire dans un premier temps, tout ça pousse peut-être vers une harmonisation des produits et des pratiques. Alors, ça c'était mon premier point, mais en fait je vais faire un mais, parce que il faut bien reconnaître, hein, que dans les produits d'épargne, il y a quelque chose qui est très structurant, c'est la fiscalité. Et que la fiscalité, jusqu'à nouvel ordre, elle est dans les mains des différentes autorités nationales. Et vous savez bien, alors on pourrait parler de l'assurance vie, mais on peut parler des PEA et de bien d'autres choses, que la fiscalité, évidemment, est assez structurante dans l'offre de produits. Et la fiscalité, elle est aux mains des nationaux. Je pourrais parler aussi, puisqu'on est dans l'assurance vie, que le droit civil est très important et qu'encore en Europe, il y a 27 droits civils et qui ne sont pas du tout harmonisés. Et puis je finirai par dire qu'il y a aussi des habitudes d'épargne. Et ce qui est, je crois, à remarquer, c'est que des gens qui sont habitués à investir depuis longtemps sur certains produits, quand même, il y a une inertie très forte. Donc de là, dès demain, à avoir une offre de produits financiers, une offre de produits d'épargne totalement nouvelle, harmonisée au niveau européen, je crois que ça mettra énormément de temps à évoluer. Fabrice Pesin, en essayant de ne pas être trop technique, est-ce qu'on peut revenir sur Solvency 2? C'est un thème qu'on abordera en fin d'après-midi avec une table ronde sur l'architecture ouverte. La question, c'est, on se dit, avec ces requirements, ces contraintes de capital, est-ce que les assureurs ne vont pas être tentés de pousser commercialement plus un type de produit qu'un autre? Est-ce qu'ils ne vont pas être tentés de pousser plus le fonds en euros que les UC qui risquent de leur coûter plus cher en termes de capital? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque, et est-ce que pour vous, c'est un sujet de préoccupation en tant qu'ACP? Alors, ce qui est sûr, c'est que Solva 2 est une véritable révolution au niveau des règles prudentielles et que ça risque de changer beaucoup de choses. Parce que Solva 1, c'était des règles très très frustres, très basiques, hein, j'allais dire, avec une exigence de marge qu'on peut calculer sur un coin de table. Hein, pour l'assurance vie fonds euro, c'est 4% des provisions. Pour les unités de compte, c'est 1%. C'était très simple. Solvabilité 2 change tout, puisque cette fois, à chaque risque que vous prenez, à l'actif ou au passif, en effet, vous avez un coût en fonds propres qui est strictement déterminé. Alors, de là à vous dire, le point de sortie, c'est pas évident. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sent bien qu'en poussant vers une tarification du risque à l'actif comme risque au passif, ça risque de changer beaucoup les choses. Alors, entre les UC et les fonds euros, j'ai envie de dire, l'économie de fonds propres, elle va être quand même plus du côté des unités de compte, hein, puisque le risque de placement est sur l'assuré, donc évidemment, ça coûte beaucoup moins de fonds propres pour l'assureur. Donc, de fait, la tentation pour les assureurs, même dès aujourd'hui, avec sous Solva 1, c'est plutôt, parce que c'est plus économique en termes de fonds propres, c'est plutôt d'offrir des unités de compte. Mais maintenant, je vous dis, les Français, ils sont comme ils sont. Et puis, il y a des règles de commercialisation de plus en plus strictes, il y a un devoir de conseil de plus en plus strict, des obligations d'information qui font que aujourd'hui, et nous à l'ACP, on est très vigilants sur ces questions, c'est que des produits risqués, ben, il faut que le consommateur, le client, l'investisseur soit parfaitement conscient. Il faut savoir tout ce que a été importé, j'allais dire, enfin tout ce que la MIF a apporté en termes finalement de profil de risque, d'horizon de détention, le fait que le professionnel devait s'enquérir des connaissances et de l'expérience financière du client, ça se retrouve désormais dans l'assurance vie, hein, depuis le 1er juillet 2010, et évidemment c'est un vrai sujet puisque en effet vous devez vendre des produits en adéquation avec le profil du client, et ça c'est aussi très très structurant. En plus, il y a l'idée des règles prudentielles Solva 2. Fabrice, on va passer aux questions non préparées. Comment dirais-je?
on a l'impression qu'avant la CP, il y avait la CAM et que la CAM n'était pas outrageuse